Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va terminer notre partie d'architecture d'un poste de travail avec les CD-ROM de type rewritable. Donc, on a déjà étudié les, euh, les caractéristiques d'un CD-ROM. On va voir maintenant les CD RW, ça veut dire disque rewritable, ça veut dire ce sont des disques où on peut réécrire plusieurs fois. Selon que l'on veut lire, écrire ou effacer les données ou modules de puissance du laser. Rewritable, ce sont des CD qu'on peut réécrire une autre fois. Ainsi, les températures vont être différentes. On reproduit donc les successions de zones de transparentes et opaques. Deux couches diélectriques emprisonnent le mélange cristallin. Elles absorbent l'énergie en trop, protègent le polycarbonate et la couche métallique de trop forte température. Donc ça veut dire qu'elle est composée par deux couches diélectriques et un mélange cristallin. Et après, bien sûr, un élément qui s'appelle polycarbonate de couche métallique. Lors de l'effacement, donc lorsqu'on fait l'effacement comme on fait l'effacement sur un disque dur, comme un disque dur ou un flash disk, on maintient localement la couche enregistrable à une température supérieure que la température d'enregistrement, à la température de cristallisation, puis on baisse tout document la température pour que les atomes retrouvent leur structure cristalline. Un CD, qu'il soit audio ou CD-ROM, est constitué de trois zones constituant la zone d'information. Donc la zone Lead in Area, parfois notée L/A, contient uniquement des informations décrivant le contenu du support. Et la zone programme, c'est la zone contenant les données. Elle commence à partir de rayons de 25 mm, s'étend jusqu'à rayons de 58 mm et peut contenir l'équivalent de 76 minutes de données. La zone Lead Out contenant les données nulles. Entre parenthèses, du silence pour un CD audio marque la fin de CD. Donc, c'est-à-dire c'est la fin de CD s'appelle Lead Out. Et voilà les trois zones. Donc, la zone décrivant zone Lead Out, la fin de l'écriture, zone de programme, voilà cette zone, et la zone Lead In, c'est le début d'enregistrement. Ça veut dire si vous avez un fichier, parce que ici, disons pour un CD-ROM de 720 mégaoctets, et vous voulez graver presque 100 mégaoctets. Donc, dans ce cas, il va commencer le gravage sur un CD et il va remplir un espace de la zone de programme. Voilà. Donc, et le conseil, c'est à ne pas, donc si vous avez des données, on ne peut, de préférence à ne pas enregistrer sur un CD-ROM la totale de capacité. Par exemple, 720 mégaoctets, il suffit d'enregistrer sur un CD-ROM une taille moins de 720, presque par exemple 650 et jusqu'à 680, il faut laisser un espace vide. Et même chose pour les DVD. Les DVD par exemple de 4 Go, donc il faut enregistrer 4,8 maximum de gigaoctets sur le disque. Voilà, un CD-ROM contient en plus de trois zones décrites ci-dessus une zone appelée PCA, Power Calibration Area, est une zone PMA, Programme Memory Area. La PCA peut être vue comme une zone de test pour
le laser afin de lui permettre d'adapter sa puissance au type de support. Voilà. C'est grâce à cette zone qu'il est possible, la commercialisation du support vierge utilisant des colorants organiques et des couches réfléchissantes différentes. Voilà notre schéma concernant notre CD. C'est dans le PMA qui est indiqué le nombre de pistes. Donc voilà. Vous avez lead in. Donc ça c'est un schéma vertical d'une partie de notre CD. Donc CD, voilà comme il est découpé ou pas un quart d'un CD. Voilà, ça c'est le centre, et PCA, cette partie, et PMA, deuxième partie, et lead in, record area, donc à partir de l'enregistrement, et un record area. Et voilà, bien sûr, ça c'est l'épaisseur de notre CD-ROM. À chaque, donc l'épaisseur de chaque, bien sûr, partie indiquée. À chaque calibration, le graveur note qu'il a effectué un essai maximum de 99 essais par média et autorisé. Un lecteur CD-ROM est caractérisé par les éléments suivants. Donc la vitesse, temps d'accès et bien sûr l'interface. Donc la vitesse, c'est la vitesse calculée par rapport à la vitesse d'un lecteur. Un CD audio 150 kHz par seconde. Un lecteur allant de 3000 kHz par seconde sera qualifié de 20x, c'est-à-dire 20 fois plus rapide qu'un lecteur AX. Donc AX, c'est moins rapide, et 20x, 20 fois plus rapide que cette vitesse. Temps d'accès, elle représente le temps moyen pour aller d'une partie du CD à une autre. Donc c'est le temps de lecture d'une partie à une autre partie. Et l'interface, bien sûr, IDE, donc comme le disque dur, où il y a une interface qui s'appelle SCSI. Mais pour le disque dur, il y a d'autres interfaces de la connexion. Et maintenant, il reste un autre élément qui est très déjà dépassé, qui s'appelle les disquettes. Ce sont les lecteurs. Donc, lecteur disquette permet de sauvegarder et de lire les disquettes. Et les en voie de disparition car la capacité n'est que 1,44 MHz. Donc, elle est en disparition. Donc, ici, donc pour préparer un programme, il dépasse plus que, donc ça veut dire un programme, par exemple, de programmation de VB, donc au minimum un petit exercice simple, donc il va dépasser 1,44, donc on ne peut pas le stocker sur cette disquette. De plus, il est très long, donc c'est pour cela, ou c'est pour cette raison qu'on lui préférait le CD. Voilà. Les disquettes contiennent un petit disque en matière plastique pouvant être magnétisées. Cette couche sert à recevoir les données, donc magnétiques, ou une couche en matière plastique comme les cassettes. Donc voilà, donc une couche comme si vous avez déjà vu les couches d'une cassette, et comme les anciens DVD. Au milieu de la disquette se trouve un axe permettant de la faire tourner par le lecteur. Voilà. Sur le bord de la disquette se trouve un orifice protégé par un volet magnétique coulissant. Donc, cet orifice, il peut protéger la disquette soit en lecture et à écriture, soit tout simplement en lecture. Si vous avez, par exemple, sur cette disquette des données système, qu'on ne peut pas les perdre, donc on doit protéger cette oreillette
orifice, donc pour, mais si on protège avec cet orifice, donc on ne peut pas réécrire tant qu'il est protégé. Donc il sera son utilisation comme un CD-ROM, parce que les CD-ROM, ce sont des éléments qu'on ne peut pas les, euh, les effacer ou modifier leur contenu. Une fois par toutes, lorsque vous achetez un CD-ROM vierge et vous le gravez, donc on ne peut pas refaire l'opération une autre fois, sauf si vous avez un CD rewritable. Voilà le schéma des disquettes anciennes, donc presque le même schéma que les disques durs. Donc vous avez ici secteur et vous avez ici les pistes. Donc voilà 0, 0, piste numéro 0, numéro 1 et ainsi de suite, et les secteurs. Oreillette, c'est ça, orifice, donc permet de lecteur de détecter la capacité par les capacités inférieures. Et taquet de protection aux lectures. Il existe ici, donc vous pouvez la déplacer pour la mettre soit en lecture, soit en lecture et écriture. Une disquette est composée d'un disque que l'on pourrait comparer à un tableau de disque dur. La disquette comporte un petit taquet, là voilà. Il indique si le mode lecture seul est activé ou désactivé ou non. Une disquette 5 pouces, double densité, comprend 9 secteurs. 0 jusqu'à 8, ça veut dire 9 secteurs par piste, 40 pistes de 0 jusqu'à 39 par face. Et pour les opérations de calcul, donc la capacité de stockage, c'est 9, c'est-à-dire le nombre de pouces. S'il y a une disquette de 5 pouces, voilà, 9 fois 40 pistes, fois 2 faces, et fois 512, c'est unité d'allocation. Et vous trouvez cette valeur. Si vous la divisez par 1024, vous trouvez 360 kilooctets. Voilà un exercice qui vous permet de calculer la capacité en octets et en kilooctets comme l'exercice de disque dur. Toujours, donc 18 secteurs par piste pour 80 pistes. Vous avez 18 fois 80 fois 2 et fois 512 qu'on a déjà indiqué préalablement. Vous trouvez cette valeur. Voilà. Divisé par 1024, vous trouvez 1440. Divisé par 1024, vous trouvez 1,4 ou 1,40. C'est 1,4 mégaoctets. Les séquences d'amorçage. La séquence d'amorçage, c'est toutes les étapes qui vont être exécutées dès le moment où vous allez démarrer votre ordinateur. Il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu durant cette séquence. À quoi sert de connaître cette séquence? Tout simplement, en cas de problème, à mieux identifier celui-ci et à mieux le résoudre. Et aussi bien entendu, à mieux connaître votre ordinateur. Voilà, c'est l'objectif de temps d'amorçage. La séquence que on va décrire ici est la séquence standard pour un système fonctionne avec un système d'exploitation Windows. Pour commencer, dès le moment où vous allez appuyer sur le bouton de mise en tension de votre PC, donc lorsque vous mettez votre PC en tension ou allumé, une impulsion électrique va être envoyée à l'alimentation. C'est-à-dire, il faut déclencher l'alimentation depuis la carte mère. Donc, si cette déclenchement est bien réalisée, laquelle va ensuite produire du courant qui va allumer le BIOS. Donc, lorsque vous mettez, donc je répète, vous mettez le PC en tension, alors directement, envoyez le message vers l'alimentation, vers la carte mère, de l'alimentation vers la carte mère, et après, production du courant
pour allumer le BIOS, le BIOS qui contient la définition d'un ordinateur. Si l'opération est bien faite, alors le BIOS s'occupe de tester et d'initialiser tous les matériels détectés. Est-ce qu'il y a une souris détectée, un clavier, et même pour les cartes graphiques et tout ça. On l'appelle aussi cette partie la séquence post power on self test. Si la séquence post ne passe pas, donc s'il y a une erreur, le système n'ira pas plus loin et votre ordinateur ou ce qu'on appelle OS ne sera pas lancé. Donc le système d'exploitation OS ne sera pas lancé. Il va commencer par contrôler le bus système et va vérifier ensuite tous les connecteurs d'extension. Et surtout si vous avez un disque dur qui est défectueux ou n'est pas branché. Donc dans ce cas, donc le problème ou le programme s'arrête définitivement. Ensuite, il va continuer en vérifiant, donc bien sûr, si les démarches sont contrôlées et il n'y aura aucun problème essentiel. Ensuite, il va continuer en vérifiant la mémoire de la carte graphique et les signaux commandant l'affichage pour afficher sur la carte graphique. Il va interroger le BIOS de la carte vidéo et ajouter son code de reconnaissance. Et voilà. Après, le BIOS, il va interroger le BIOS de la carte vidéo et ajouter son code de connaissance. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là que les premiers affichages arrivent à l'écran. Il va tester la RAM, est-ce qu'elle existe pour stocker le contenu du système d'exploitation, parce que le disque dur contient, s'il contient bien sûr le système d'exploitation, et surtout on parle ici de Windows ou un autre système d'exploitation, s'il n'y a pas de RAM, donc il ne va pas continuer. Il va tester la RAM, pour cela il tente une écriture sur chaque zone mémoire et tente de lire ensuite pour les comparer à ce qu'il a écrit. Il vérifie si le clavier et la souris sont bien connectés, voilà, ce qu'on a bien déjà dit. Ensuite, même si le clavier n'est pas ou la souris n'est pas connectée, c'est pas grave, donc il va continuer le travail parce que il n'est pas essentiel et la souris et le clavier, ce sont des périphériques. Ensuite, il envoie des signaux à tous les périphériques de stockage. Disquette, s'il existe, s'il n'existe pas, c'est pas grave. Le CD, c'est obligatoire. C'est pas le CD, mais donc ça CD-ROM, c'est pas obligé, mais le hard disk dur, c'est obligatoire s'il contient bien sûr le système, USB et ainsi de suite, pour définir quels sont les différents lecteurs. Tous les résultats sont comparés sur le SMOS, qu'on a déjà défini dans la première partie, ce qui permet au BIOS de savoir si la configuration matérielle a changé depuis le dernier démarrage ou pas. Voilà. Elle intègre les identifiants de tous les composants ayant un BIOS. Ensuite, elle teste matériel validé. Il va tenter d'amorcer en mémoire le secteur d'amorçage principal du disque dur, aussi appelé MBR. Il y a pas mal d'erreurs qui peuvent se produire durant cette phase. Elles sont le plus souvent d'ordre matériel. Par exemple, une barrette RAM mal branchée ou un composant manquant ou encore une incompatibilité entre deux matériels. Ces erreurs sont indépendantes du système d'exploitation. Le MBR Masterbots Record ou table de partition en français permet de trouver la partition active du disque. Une fois que cette partition est identifiée, le MBR va charger le secteur de bots correspondant et transférer ensuite l'exécution à ce dernier. Donc les démarches l'une après l'autre. Les erreurs.
pouvant arriver à ce stade du démarrage sont souvent d'ordre de stockage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs partitions actives ou aucun support de stockage valable. Ou alors, il peut arriver que la table de partition soit altérée. Un secteur de boot est un programme situé sur le premier secteur d'une unité de stockage ou d'une partition et qui est chargé au démarrage de PC. Une fois que le MBR lui est donné la main, le secteur de boot va charger les 15 secteurs qui le suivent sur le disque et va ensuite transférer le contrôle à un programme présent sur ces secteurs. Ces 15 premiers secteurs ont appelé Bootstrap Code et s'occupent de localiser puis de transférer l'exécution au fichier NTLDR. Les erreurs qui peuvent arriver à ce niveau, par exemple, un des secteurs qui doit charger est manquant, alors que le disque dur, lequel on démarre, n'a pas de NTLDR. S'il n'y a pas, donc on ne peut pas booter dessus. Donc, c'est-à-dire le bootage s'arrive. Ou alors, il peut arriver qu'il y ait un problème avec le fichier NTLDR. Ce sont des fichiers essentiels pour le démarrage. Alors, c'est le chargeur d'amorçage de Windows c'est lui qui va savoir quels Windows sont installés et lequel il faut lancer. Sur votre ordinateur, vous pouvez installer un Windows. Donc, dans ce cas, il va chercher le type de Windows. Si vous avez même de Windows installé ou de système d'exploitation, dans ce cas, il vous donne un temps pour lancer le type de Windows. Alors, il commence par charger les pilotes de système de fichiers appropriés. Donc, les pilotes de système de Windows sélectionnés et par défaut, nous, on installe un seul Windows. Dans ce cas, il va chercher les pilotes d'utilisation dans notre système d'exploitation. Ensuite, en fonction du fichier qui s'appelle bot.ini, il va définir quels sont les systèmes d'exploitation qu'il peut lancer. Ce qu'on vient de dire. Donc, comme j'ai dit, par défaut, si vous avez un seul système, donc c'est lui-même. S'il y en a plusieurs, voilà, s'il y a plusieurs systèmes, il va les afficher à l'écran et demander à l'utilisateur d'en choisir un. Voilà. Si vous avez un système, donc il va le lancer directement. S'il y a deux ou plusieurs, donc il va vous donner une liste des systèmes d'exploitation qui sont installés pour charger un seul. S'il y en a plusieurs, il va les afficher à l'écran. Voilà, pour choisir un. Il charge le programme NT-Detect qui va, ça s'appelle, donc pour choisir, s'appelle un programme NT-Detect qui va ensuite détecter le matériel du PC. Après le chargement ou la détection du matériel, il charge plusieurs DLL, ce sont des fichiers système qui vont permettre d'effectuer la suite de travail. Il charge la majorité de la base de registres, le reste étant chargé plus tard par le système d'exploitation. Enfin, il donne le contrôle au fichier qui s'appelle ntoskrnl.exe. C'est les problèmes qui peuvent arriver ici sont surtout des problèmes liés aux fichiers qui doivent être lancés. S'il y a un problème sur un fichier de lancement, de même, il y a un arrêt de système. Sinon, on continue. On continue. Donc, il y a un exemple ici. Par exemple, un fichier qui manque ou alors un problème d'accès à un des fichiers. Un fichier système manque où il y a l'accès, un problème d'accès, donc le programme, elle s'arrête. Donc, ce fichier, nous voilà à la fin de la séquence de démarrage de PC. Donc, si bien sûr tout ça marche correctement, ce problème, donc le PC se lance correctement. Et vous voyez ici la longue procédure lorsque vous mettez le PC en tension, donc pour arriver à l'interface système d'exploitation
dans cet exemple Windows. Le processus NTOSKRNL.exe, voilà son abréviation, son explication en anglais, est un processus critique de Windows XP servant au démarrage boot-up de Microsoft Windows. Il s'agit d'un processus ne pouvant pas être arrêté et n'apparaissant normalement pas dans le gestionnaire des tâches. Le noyau NT va se lancer définitivement et va charger le programme nécessaire et nous allons nous retrouver sur notre bon vieux Windows qui se charge vers les RAM. Sa présence dans la gestionnaire des tâches peut révéler une infection par le virus réseau. Et voilà, donc on est arrivé à la dernière phrase et qui indique bien sûr le réseau et les virus, et on va voir comment pratiquer ou comment bien sûr le système réseau fonctionne. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.